Alors on en arrive à l'euro, justement. Et moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont reçu là, quand j'étais France Inter, avec Patrick Cohen. Quand j'ai été. Mais pas seulement lui, quand j'ai été ici ou là, je crois que c'était sur LCI, LCP, on m'a dit, mais si on quitte l'euro, vous savez très bien que si on quitte l'euro, ça va être l'apocalypse. Vous savez très bien que ça va être un effondrement. Non, je ne sais pas très bien. Le pire a été atteint sur TF1. La dernière fois que je suis passé sur TF1 à 20h, pendant 20 minutes, c'était d'ailleurs aussi la première fois que je passais aussi longtemps. Vous savez que l'on m'a mis dans les gencives, on m'a envoyé un prétendu banquier vivant à Londres, Monsieur David Blanc, qui a eu droit à m'interpeller devant 4,8 millions de téléspectateurs pour me dire « Vous savez très bien que ce serait l'apocalypse ». Et quand j'ai voulu répondre, j'ai eu droit à 25 secondes et après il fallait changer de sujet. C'est-à-dire qu'on m'a interdit de répondre, en fait. Ce monsieur, j'en profite pour le dire ici et pour le répercuter sur Internet, monsieur David Blanc, ce banquier n'est pas tout blanc, justement. Ce monsieur faisait partie de l'équipe de campagne de Juppé 2017. Ce monsieur Juppé qui a été renvoyé à ses chères études, d'ailleurs, par les électeurs de la primaire des Républicains. Monsieur Juppé qui a quand même un casier judiciaire noir comme du charbon, donc il ferait mieux de raser les murs. Eh bien, j'ai découvert donc que ce banquier qui a été propulsé pour me contredire et auquel je n'ai pas eu le temps matériel d'apporter toutes les réponses nécessaires, ce qui est un scandale démocratique, puisque une fois que j'avais 20 minutes, on a consacré 45 secondes ou 1 minute pour me dire que ce que je disais finalement était démenti par un prétendu banquier. Ce banquier est un responsable politique d'un parti adverse. Mais mieux encore, j'ai découvert que ce monsieur David Blanc est le représentant pour le Royaume-Uni d'une banque qui s'appelle la LGT. Cette banque est une banque possession de la famille princière du Liechtenstein. C'est la banque du Liechtenstein, donc de la famille qui règne sur le Liechtenstein. Et si vous allez taper, par exemple, Lowry, L-O-W-R-Y, et LGT Liechtenstein Bank en 2009, tapez ça sur Google, vous verrez que cette banque a été mêlée à plusieurs reprises à des scandales d'organisation d'évasion et de fraude fiscale au Liechtenstein. Voilà la personne que l'on m'a envoyée et qui s'est prétendu être un expert. Alors moi, je vais vous dire, je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer ce que je voulais vous dire, de ce que j'aurais pu dire, mais je voudrais vous, puisque vous avez la gentillesse de venir ici, et puis vous êtes ici pour avoir de l'information, de la vraie bonne information, eh bien moi je vais vous dire que c'est l'euro actuellement qui nous entraîne vers l'apocalypse. Et je vous présente ici un graphique que je suis le seul candidat à la présidentielle à vous présenter, et également d'ailleurs le seul à vous commenter et à comprendre. Vous savez, parce que les autres, quand on leur explique quelque chose, ils ne comprennent pas. Quand ils comprennent, ils n'agissent pas. Ce graphique, je ne vais pas passer trop de temps parce que ça nécessiterait longtemps et j'ai quand même un temps limité pour vous parler. C'est l'évolution du solde de la balance des paiements courants entre les pays de la zone euro depuis 2001 jusqu'à maintenant. On constate quoi? On constate en fait que de 2001 jusqu'à peu près 2006, il y avait à peu près un équilibre entre les pays de la zone euro. Et depuis 2006, vous constatez qu'il y a une divergence qui se produit avec quelques pays, au tout premier rang desquels la courbe marron qui part vers le haut, c'est l'Allemagne, qui engrange depuis 2006 des excédents de plus en plus énormes d'argent venu des pays du sud de l'Europe. Ça a atteint un sommet de 750 milliards d'euros au pire moment de la crise grecque. Tous les efforts du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne, ce qu'on appelle la Troïka, a réussi. Vous voyez, la courbe est redescendue. Elle est redescendue jusqu'à, si on peut dire, à 500 ou 480 milliards d'euros. Et c'est reparti à la hausse. Le dernier chiffre a été publié par la Bundesbank il y a quelques jours. Ça augmente à peu près de 15 milliards d'euros par mois. 829 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud. Alors qu'au même moment, vous voyez que d'autres pays, l'Italie et l'Espagne notamment, s'enfoncent. Ils ont chacun un déficit de 350 milliards d'euros
dans ce solde que l'on appelle Target 2. Alors pourquoi c'est si important ? C'est si important parce que vous découvrez ici ce qui va arriver, l'explosion inéluctable de l'euro. Point barre. Pourquoi ceci ? En 3 mots. Lorsqu'on a créé l'euro, enfin pas on, c'est pas vous ni moi, hein. Lorsque l'euro a été créé, la France avait voulu faire une monnaie unique, avec une banque centrale européenne unique, et où les États auraient été entièrement solidaires de la monnaie. Les Allemands ont dit « Nein ». Or, quand on traite des questions économiques et monétaires en Europe, c'est la puissance dominante est l'Allemagne. Et donc l'Allemagne, c'était ça ou rien. Donc les Allemands ont dit non. Et les Allemands ont imposé un système qu'en fait, je pense que les 10 autres candidats à la présidentielle ne connaissent pas. Et que 98% des commentateurs à la radio ne connaissent pas non plus. Ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que une des affaires les plus graves de notre avenir à court moyen terme est traitée par des gens qui n'y connaissent rien et qui prétendent avoir vos suffrages. Qu'est-ce qui a été décidé par les Allemands ? Que chaque État conserverait sa banque centrale nationale. Il y a toujours une Banque de France en France, une Bundesbank en Allemagne, une Banque de Grèce en Grèce, etc. Deuxièmement, que chaque État conserverait donc sa monnaie nationale. Nous avons toujours une monnaie nationale. Parce qu'une monnaie nationale, c'est une créance sur une banque centrale. C'est-à-dire que lorsque vous avez 1 000 euros, vous, monsieur, au premier rang, je crois qu'on m'a dit que vous aviez 200 000 euros sur votre compte courant. Ah, c'est vous, pardon. D'accord. Vous avez 200 000 euros au Crédit Lyonnais sur la Canebière. Je ne sais pas s'il y a un Crédit Lyonnais sur la Canebière. Ah, ben voilà. 200 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez 200 000 euros sur votre compte, mais si vous avez 20 euros, c'est pareil, ce sont des créances sur la Banque de France. Bon, c'est clair. Mais lorsque des Allemands ont 200 000 euros sur leur compte à la banque, je sais pas, la Deutsche Bank à Düsseldorf, c'est 200 000 euros de créances sur la Bundesbank. C'est clair ? C'est un système qui a été créé par les Allemands pour que ce soit facilement réversible. Ça veut dire que lorsque la France, l'Allemagne sont entrés dans l'euro, on a gardé les monnaies nationales, qui sont des créances sur les banques centrales respectives, mais on a changé le nom. Tout le monde a pris le même nom, euro. Et on a décidé qu'on ferait circuler les mêmes billets, mais les billets ne sont qu'une toute petite partie, enfin une partie de la masse monétaire qui circule, qui, elle, c'est surtout une masse fiduciaire sous forme électronique, donc qui n'est pas tangible sous forme de billets. On a donc décidé de changer le nom et d'entrer avec un taux de change, et que ensuite ce taux de change serait fixé pour toujours et à tout jamais au taux de 1 pour 1. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et il se passe que vous avez, monsieur, vous pouvez bénéficier du principe européen de libre établissement. Vous pouvez donc ouvrir un compte à la banque, au Crédit Lyonnais de Berlin, dans une banque commerciale située en Allemagne. Vous avez le droit. Vous avez par ailleurs, article 63 du TFU, la libre circulation des mouvements de capitaux. Vous pouvez donc transférer vos 200 000 euros de l'agence du Crédit Lyonnais de la Canebière à l'agence du Crédit Lyonnais sur le Kurfürstendamm, qui est l'équivalent de la Canebière, à Berlin. Vous avez le droit. Donc vous aurez 200 000 euros sur votre compte en Allemagne. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre citrouille va se transformer en carrosse au passage, puisque les 200 000 euros de créances sur la Banque de France que vous avez ici vont devenir, du fait que vous avez un compte désormais dans une banque commerciale en Allemagne, 200 000 euros de créances sur la Bundesbank. Voilà l'origine de l'explosion nucléaire qui est en cours. Et pourquoi donc ? Parce que lorsque l'euro va éclater, va exploser, or toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, eh bien, si vous avez 200 000 euros sur votre compte courant au Crédit Lyonnais sur la Canebière, ça se transformera en 200 000 francs. La nouvelle monnaie nationale française qui reprendra son nom. Mais si vous avez 200 000 euros au Crédit Lyonnais de Berlin, ça deviendra 200 000 Deutsche Mark. Or, tout le monde sait que, du fait de l'évolution divergente des compétitivités depuis la création de l'euro en 1999, c'est-à-dire il y a 18 ans, la compétitivité de l'économie allemande s'est améliorée de 21% par rapport à l'économie française. Donc, on anticipe, tous les économistes sont à peu près d'accord, Fonds monétaire international, ING, Nomura, Natixis, etc.,
que le nouveau franc devrait perdre environ 6 à 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, mais que le Deutsche Mark prendra à peu près 15 à 20% par rapport au même cours pivot. Donc si vous avez placé votre argent en Allemagne, eh bien vous ferez une plus-value d'environ 35%, ou 30%, excusez-moi, par rapport au fait que vous l'ayez laissé en France. Et si vous l'avez mis, si vous êtes grec, et que votre compte est la banque du Pirée à Athènes, la drachme nouvelle, elle, la créance sur la banque de Grèce, perdra 40 à 50%. Donc si vous êtes un milliardaire grec, si vous êtes le petit-fils d'Onassis, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites que vous préférez mettre tout votre argent en Allemagne parce que, en gros, vous aurez multiplié par 2 votre fortune par rapport à si vous la laissez en Grèce au moment de l'explosion. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce n'est pas la seule raison de cette montée permanente de fonds d'espèces venus du Sud pour aller en Allemagne, comme vous le voyez essentiellement, mais également, il y a d'autres courbes qui sont au-dessus de zéro. C'est la Finlande, les Pays-Bas et le Luxembourg, mais c'est essentiellement l'Allemagne où les gens vont placer leur argent. Voilà. Ça n'est pas la seule raison de ce flux. C'est également le fait que la monnaie européenne est une cote mal taillée entre la compétitivité de l'économie allemande qui part très très rapidement vers le haut, comme ça a toujours été le cas depuis d'ailleurs 1949, et la compétitivité des pays du Sud, parce que plus on va vers le Sud, en gros, et de façon schématique, plus l'augmentation de la compétitivité est faible par rapport à celle de l'Allemagne. Et donc, on a des déficits commerciaux de plus en plus massifs des pays du Sud vis-à-vis de l'Allemagne et des excédents commerciaux de plus en plus massifs de l'Allemagne vis-à-vis des pays du Sud. La France, elle, étant un peu entre les deux, vous voyez que la France, dans ce système, a un solde négatif de 10 milliards d'euros. Alors pourquoi est-ce que ceci est excessivement important? Parce que la contrepartie juridique et comptable de ce système, c'est que quand il y a 200 000 euros qui sont arrivés en Allemagne, il faut bien que ça arrive dans une banque, mais il faut bien que ça soit comptabilisé quelque part au niveau des banques centrales. C'est-à-dire qu'en fait, la Bundesbank, la banque centrale allemande, est obligée de constater dans ses comptes, à l'actif de son bilan, la contrepartie, c'est 200 000 euros de créances sur la Banque de France. Les 829 milliards d'euros. Il faut savoir qu'avant que tout ceci ne commence, au milieu, là, jusqu'en 2007, le bilan de la Bundesbank, c'était 250 milliards d'euros. Et vous voyez que depuis, ils se sont ramassés en plus 829 milliards d'euros. Vous voyez par rapport au bilan d'origine comment ça déstabilise complètement le bilan de la Bundesbank. 829 milliards d'euros qui proviennent à hauteur de 700 milliards de la Banque d'Espagne ou de la Banque d'Italie. Ce sont des créances non négociables, non recouvrables et sur des banques quasiment pourries. Je ne parle même pas des 80 milliards qu'ils ont sur la Banque de Grèce. C'est-à-dire que les Allemands craignent que tout l'édifice leur retombe dessus. Le patron des patrons allemands a évoqué avec frayeur l'hypothèse d'une perte sèche de 1 000 milliards d'euros en définitive pour l'Allemagne. Or, l'Allemagne, depuis 1923, a mis sa légitimité historique, j'allais même dire une formule un petit peu audacieuse, sa libido politique et historique dans l'idée d'avoir une monnaie solide. Pour eux, c'est le seul motif de fierté qui leur est encore autorisé aux Allemands depuis les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir une monnaie solide. Et d'un seul coup, le système de l'euro est en train de rendre leur monnaie extrêmement vulnérable avec une dégradation constante de la qualité du bilan de la Bundesbank. Alors les choses sont tellement graves, que pour la première fois, en janvier de cette année, le président de la BCE a dit quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs jamais n'avait dit. Parce que tous ses prédécesseurs avaient toujours maintenu la fiction selon laquelle jamais l'euro ne pourrait se désintégrer. Quand on posait la question à monsieur Trichet, par exemple, c'était non, c'était impossible, jamais l'euro. Mais à monsieur Draghi récemment et au prédécesseur de monsieur Trichet, le néerlandais dont j'ai oublié le nom, eh bien, tout ça, c'était impossible. Pour la première fois, en janvier de cette année, parce qu'on craint un effondrement de plusieurs banques italiennes qui sont au bord de l'effondrement, qui sont au bord de la faillite, à monter des Pays Basques, par exemple, 2 eurodéputés italiens ont demandé à Draghi, et si l'Italie sort de l'euro, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qui se passe? Et pour la première fois, et ça a été scruté, je peux vous le dire, par les spécialistes du Wall Street Journal, du Financial Times, de la petite planète financière, parce que ce sont des centaines de milliards d'euros et donc de dollars qui sont derrière, M. Draghi, pour la première fois, au lieu de dire, comme d'habitude, il est impossible que l'euro se désintègre, il a dit le contraire. Il a dit un pays sortant de l'euro
Je rappelle au passage qu'on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas d'article qui le permette juridiquement dans les traités. M. Draghi a dit un pays qui doit sortir de l'euro doit solder ses comptes à la BCE. Cette petite formule qui n'a l'air de rien pour des gens, pour vous, pour des gens qui ne sont pas au courant des choses. On dit bon, bah oui, très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez ici le chiffre. Ça veut dire que si l'Italie, par exemple, parce qu'une ou deux banques commencent à s'effondrer et que l'Italie dit il faut absolument arrêter l'euro et qu'il le fait en quelques jours, normalement l'Italie devrait rembourser à la BCE 350 milliards d'euros, le solde dans Target 2, plus le volume de billets en euros thésaurisés par les Italiens. Il se trouve qu'il y en a beaucoup. On l'estime à quelque chose comme 150 milliards. 500 milliards d'euros que l'Italie devrait rembourser à la BCE. Plus exactement, il ne le fera pas parce qu'il ne les a pas. Donc l'Italie sortira en disant « Je suis désolé, je n'ai rien ». Et donc la BCE constatera une perte de 500 milliards d'euros. Et la perte de 500 milliards d'euros sera déférée, transférée aux 19 pays membres de ce que l'on appelle l'eurosystème, dont la France. Or, la France possède 20% de l'eurosystème. Ça veut dire qu'on va venir nous dire « Mais écoutez, chers mesdames et messieurs, voilà, la France doit payer, éponger les pertes à hauteur de 20%. 20% de 350 plus 150, c'est-à-dire de 500. Ça fait en gros 100 milliards d'euros qui vont tomber sur le coin du museau des contribuables français en attendant que l'Espagne fasse pareil. C'est-à-dire que la véritable apocalypse, c'est celle que je vous présente. C'est ce qui explique que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, il y a 2 ans ou 3 ans, avait dit « Ce sont les pays qui sortiront de l'euro les premiers qui s'en sortiront le mieux ». Et c'est ce qui explique pourquoi il est urgent de sortir de l'euro, parce que comme vous le voyez actuellement, si la France sort de l'euro, elle doit payer 10 milliards d'euros à la BCE, plus une quote-part des billets de banque. Mais les Français thésaurisent très peu les billets de banque, à la différence des Italiens. Et puis on fera des billets de banque dans le sens inverse en francs. Donc en gros, les spécialistes pensent qu'il y aurait à peu près 10 milliards d'euros supplémentaires. Donc la France pourrait s'en sortir en payant 20 milliards d'euros, ce qui est une somme très importante. Mais 20 milliards d'euros, c'est finalement ce qu'on lâche en 2 ans à l'Union européenne, puisqu'on lâche 9 milliards d'euros chaque année. Donc si on sort de l'euro maintenant, on paye 20 milliards. Si on attend que l'échafaudage commence à nous tomber dessus, on risque de se ramasser 100 milliards avec l'Italie, 120 ou 130 avec l'Espagne, parce que c'est comme les 10 petits nègres, vous savez, le roman d'Agatha Christie. À chaque fois, il y aura de moins en moins de pays pour prendre de plus en plus la masse des créances. Au total, on pourrait s'en sortir par un effondrement financier et une ponction financière sur la richesse nationale absolument énorme. C'est ça l'apocalypse qui est en train d'arriver. En réalité, vous vous posez sans doute quelques questions sur l'euro. Je vais essayer d'y répondre vite. Il y a des gens qui vous disent l'euro va perdre 80% de sa valeur. Et pourquoi pas 310% aussi. Il ne faut pas exagérer. Imaginez que l'euro perde 80% de sa valeur. Ça voudrait dire qu'il y aurait des soldes de 80%. Ça voudrait dire, par exemple, une bouteille de champagne de 30 €, vue de Washington, de Tokyo, ou de Pékin, ou de Johannesburg, ou de Rio de Janeiro. Les importateurs, d'un seul coup, c'est comme si elle ne valait plus que 6 €. Donc il y aurait évidemment une demande. Il y aurait évidemment une immense demande mondiale qui voudrait acheter du champagne, mais pas que, comme on dit maintenant. Voudrait acheter toutes les productions françaises qui seraient soldées à 80%. Donc il y aurait une fantastique demande mondiale pour acheter des produits français. Qui dit fantastique demande mondiale de produits français, donc demanderait une demande mondiale d'achat de francs. Et donc le franc grimperait à toute allure et remonterait à très haut niveau. Il faut être sérieux. Toutes les études, je l'ai dit tout à l'heure, laissent penser que le nouveau franc perdrait 6 à 10% par rapport au dollar. C'est cet objectif de 10% que nous fixerons à la Banque de France. Et pourquoi donc ? Parce que ça rendra cette monnaie compétitive avec notre économie externe. Ça permettra de relancer la machine économique, de faire baisser pour de bon le chômage de masse. On peut espérer que le nombre de chômeurs baissera de 1 à 2 millions des chômeurs de catégorie A en 2 ans. J'en prends ici l'engagement. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais si le nouveau franc se déprécie de 10%, est-ce que je vais perdre 10% de mon pouvoir d'achat ?» Réponse est non. D'abord parce que les produits importés ne sont que 30% des probables augmentations de la croissance. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Royaume-Uni. Lorsqu'ils ont voté le Brexit, eux, ils n'étaient pas dans l'euro, mais la monnaie, la livre sterling, en fait, la Bank of England en a profité pour tirer argument du vote du Brexit pour faire déprécier la livre de 10%. Ils s'en portent parfaitement bien.
Ils ont un taux de croissance qui a bondi à 2,4%. C'est le seul pays dont le FMI et l'OCDE, alors même que Mme Lagarde avait dit que le Royaume-Uni allait s'effondrer, toute honte bue quelques mois après, c'est le seul pays dont il a fallu réévaluer à la hausse le taux de croissance. Le nombre de chômeurs s'est effondré. On est à 4,6% de taux de chômage au Royaume-Uni contre 10,6% en France. Mais il y a encore mieux, c'est que cette croissance retrouvée va permettre justement de redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 ans, nous verrons le pouvoir d'achat augmenter brutalement, justement grâce à cette dépréciation monétaire. Alors, il y a encore des gens qui vous disent « Mais si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt vont s'envoler ». J'ai entendu des gens qui disent « Voilà, l'euro va s'effondrer de 50%. » Ce qui est faux, ça sera au maximum de l'ordre de 10%. Deuxièmement, donc la dette publique va augmenter de 50%, on va être multiplié par 2. Et pourquoi donc? Au motif qu'il y aurait des étrangers qui auraient souscrit à cette dette, c'est ça? Eh bien, c'est un argument qui est totalement faux, puisque les dettes et les emprunts sont libellés dans des droits nationaux. 97% de la dette publique française est libellée en droit français. 98,5% de vos emprunts bancaires, par exemple, pour acheter un appartement ou une maison. Or, c'est une règle absolue du droit international. On appelle ça la lex monetae. C'est que lorsque vous avez un emprunt ou une dette qui sont contractés en droit national, cet emprunt ou cette dette sont remboursés en monnaie nationale du pays en question, quelle que soit la monnaie, à partir du moment où elle a valeur légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on l'a vu d'ailleurs lors du passage du franc ou du Deutschmark à l'euro, il y avait des investisseurs internationaux qui avaient acheté des obligations de l'Allemagne fédérale émises en Deutschmark dans les années, mettons, 94. Et puis à partir de 99, on leur a dit, chers messieurs ou mesdames, eh bien les dettes de la Bundesrepublik, de la République allemande, au lieu de vous être remboursées en Deutschmark, vont vous être remboursées en euros. Honnêtement, les investisseurs qui avaient acheté des obligations en Deutschmark, quand l'Allemagne leur a dit que ça va être remboursé en euros, il y en a quand même un certain nombre qui avaient de quoi un petit peu tordre le nez, parce que le Deutschmark était connu comme étant la monnaie la plus compétitive du monde, la plus forte, la plus solide, plus exactement, et leur dire qu'ils allaient être remboursés en euros, c'était moins évident. Eh bien, aucun créancier n'a pu protester, tout simplement parce que c'était comme ça. D'ailleurs, je vous signale au passage que si vous avez des emprunts parce que vous vous êtes acheté une maison ou un appartement, alors c'est pas vrai de tous, ça dépend des banques, mais moi j'en ai un. Et quand je regarde mon emprunt, je regarde une petite note en bas de page, il est précisé que l'emprunt sera remboursé en euros ou dans la monnaie nationale en vigueur en France au moment du remboursement. Ça veut dire au total qu'il n'y a absolument aucun risque de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires. C'est faux. On fera 1 euro égale 1 franc quand on passera au franc. Ça ne sera pas l'ancien franc qu'on avait quitté, ça sera un nouveau franc. Ensuite, ce nouveau franc se dépréciera peut-être par rapport à cet euro rémanent, dont je signale d'ailleurs qu'à partir du moment où la France n'en fera plus partie, ça ne sera déjà plus la même monnaie. Ça sera un euro restant, résiduel, sans la France. N'ayez donc absolument aucune inquiétude. Ce que l'on vous raconte en l'espèce est totalement faux. Aucun accroissement de la dette publique et des emprunts bancaires ne sont à redouter à cette occasion. Alors, j'ai été un petit peu long pour vous expliquer comment répondre aux objections qui sont faites. En tout cas, je vous montre au passage que je suis quelqu'un de sérieux et d'abord, je suis français comme vous. Parce qu'il y a des gens on a l'impression des gens qui me considèrent comme si j'étais venu je sais pas, de la planète Mars, que je disais n'importe quoi et que je m'apprêtais à y repartir. Mais je suis français, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un petit peu de biens, j'ai mis de l'argent dans des comment dirais-je, des assurances-vie. Je suis le premier à ne pas avoir envie que mon petit patrimoine que j'ai constitué après plusieurs décennies de travail de haut fonctionnaire, que ce truc-là soit détruit. Enfin, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas un abruti. Ce que je vois, moi, c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce que je vois, moi, c'est que notre pays est en train de s'effondrer dans le désastre. Donc, faites-moi confiance. Je vous dis, vous pouvez d'ailleurs noter, encore une fois, que les réunions publiques que je fais, elles n'ont rien à voir avec celles des autres. Parce que les autres, encore une fois, ce n'est que du marketing. En fait, ce sont des irresponsables au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de réponse.
Moi, j'ai des réponses aux questions. C'est ce que je viens de faire avec vous. Je réponds aux questions que se pose le public. Alors que les autres, ils répondent quoi? Quand on leur dit « Mais comment allez-vous lutter contre les délocalisations ?» alors qu'il y a l'article 63 qui les organise, qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, ils vous répondent quoi? Ils vous répondent « Mais pensez printemps, les enfants !